Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous vous parlons de cette enzyme qui a été découverte dans les années 1900, qu'est la catalase. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est son rôle? Comment est-ce que le corps va la métaboliser? Et c'est toutes ces questions auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui avec Amine Gazmi. Bonjour Amine. Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est exactement la catalase? Oui, la catalase, en fait, c'est une enzyme qui est assez connue depuis un certain temps. On en parle de plus en plus. Mhm, C'est une enzyme, en fait, qui est utilisée dans voilà, plusieurs domaines, le domaine industriel, le domaine de la biotechnologie, le domaine également de tout ce qui est micronutrition, complémentation alimentaire également depuis un certain temps. Et donc, en réalité, c'est une enzyme qui, comme son nom l'indique d'ailleurs, le nom en fait est dérivé d'un nom grec qui veut dire en français dissoudre. Et donc, mhm, en fait, c'est une enzyme qui dissout un certain nombre de radicaux libres. Donc, on parle ici d'enzymes antioxydantes. mhm. Donc, c'est une des quatre enzymes antioxydantes. Et alors, elle fait partie d'un groupe d'enzymes donc plus large qu'on appelle les oxydoréductases. On connaît les déshydrogénases, les oxydases, les peroxydases. Voilà. Il y a aussi les catalases. On dit la catalase en fait, mais en réalité, il y en a plusieurs. Et en fait, même chez n'importe quel organisme vivant, pour même les bactéries, les plus rudimentaires, ils ont une catalase. Ils ont même parfois plusieurs catalases. Nous-mêmes, on en a au moins deux qui sont identifiés, notamment la catalase A et la catalase T. La catalase A qu'on trouve notamment dans les peroxysomes, donc c'est des structures qu'on trouve au niveau de la cellule qui servent en fait à dégrader tout ce qui est déchets métaboliques. Et on a la catalase T qu'on trouve aussi dans le cytosol, c'est-à-dire dans le cytoplasme en fait, à l'intérieur de la cellule, mais hors peroxysome. Donc alors ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est très important, c'est une enzyme qui est fer dépendante. En fait, c'est une métalloprotéine, ça contient du fer dedans. Mhm. En réalité, elle est formée de quatre sous-unités et chaque sous-unité, elle a un site actif et dans ce site actif, on a du fer, on a de l'hème. Donc on a quatre molécules d'hème par molécule de catalase et c'est ce fer-là justement qui permet d'obtenir ces effets antioxydants, notamment dans la dégradation d'un type particulier de radicaux libres. Et quels sont leurs rôles métaboliques alors? Oui, le rôle principal de la catalase et ce pourquoi elle est utilisée dans n'importe quel domaine d'ailleurs, Mhm. c'est la dégradation, comme on a dit. Le mot catalase veut dire dissoudre. Ben, c'est la dissolution d'un radical libre qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène. Peroxyde d'hydrogène ou le H2O2, connu sous le nom aussi de l'eau oxygénée. Mhm. Donc l'eau oxygénée, le peroxyde d'hydrogène, est un des radicaux libres. On en a plusieurs, hein. On a notamment l'anion superoxyde, l'oxygène singulier, le radical hydroxyle, etc. Et puis, parmi lesquels, on a aussi le peroxyde d'hydrogène. Et ce peroxyde d'hydrogène, alors, en réalité, si on compare avec les autres radicaux libres, il est un peu moins toxique à dose égale, mais il a une particularité, c'est qu'il traverse les membranes cellulaires. Et donc, il peut sortir de la cellule et aller détruire d'autres cellules environnantes. Et quand il est en quantité importante, quand il s'accumule en quantité importante, il devient extrêmement dangereux. Il peut dégrader ou désactiver des protéines qui peuvent être des récepteurs, qui peuvent être des transporteurs, qui peuvent être des enzymes, des hormones, etc. Et il peut dégrader également les composés qui forment la cellule elle-même, attaquer les membranes cellulaires, attaquer l'ADN lui-même. Donc la catalase, son rôle justement, c'est de neutraliser, de dégrader ce fameux peroxyde d'hydrogène à travers le fer qu'elle contient. Donc, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a deux étapes, il y a deux réactions successives qui font que on obtient à partir de deux molécules de peroxyde d'hydrogène une molécule d'eau, H2O, et une molécule d'oxygène, donc O2. Et la catalase, c'est
une des deux molécules qui fait ça. Donc il y a la catalase et puis il y a la glutathion peroxydase également. Mhm. Donc la catalase est beaucoup plus puissante en termes d'effet. On parle ici d'à peu près 200 000 réactions par seconde de cette enzyme. C'est énorme comme vitesse de réaction comparé à d'autres enzymes, y compris d'ailleurs la GPX, la glutathion peroxydase. Donc le rôle principal de la catalase, c'est ça en fait, c'est d'enlever ce peroxyde d'hydrogène qui est responsable de tout un tas de problématiques de santé et de dégradation des cellules, de vieillissement et autres. Alors, est-ce qu'il peut de fait y avoir un déficit en catalase? Qu'est-ce que ça implique et pourquoi est-ce qu'on va en donner si on en donne? Oui, effectivement. En fait, il existe un déficit, deux types de Mhm. déficit, si tu veux. Il y a le déficit qui est un déficit génétique. On parle d'acatalasémie. Acatalasémie veut dire déficit important en catalase. C'est quand, en général, on a la mutation, parce que la catalase étant une enzyme, elle est codée par un gène. Ce gène s'appelle CAT, C-A-T. Et donc, lorsque ce gène présente des mutations, si on prend l'exemple d'une mutation homozygote, c'est-à-dire les deux copies, les deux allèles du gène qui sont mutés, Mhm. la bioactivité de la catalase descend en dessous de 10%. C'est-à-dire qu'on a plus de 90% de la bioactivité de la catalase qui disparaît. Donc on a moins de 10% de catalase, en gros, bioactive. Et donc dans ces situations-là, alors ça c'est vraiment le déficit génétique, hein, c'est le déficit grave qui n'est pas extrêmement fréquent. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais en gros, on a quelques statistiques là par pays. Par exemple, en Suisse, on parle plutôt de une personne pour 25 000 qui a ce type de déficit. Au Japon, par exemple, une personne par 12 500 et qui a ce déficit. Donc, on est voilà, dans l'ordre de à peu près une personne par 10 000, 12 000, jusqu'à une personne par 20 000, 25 000 à peu près, qui a ce type de mutation. Donc, c'est assez rare, c'est relativement rare, ce déficit très grave en catalase. Mais c'est un déficit qui peut engendrer des lésions qui sont extrêmement graves. D'ailleurs, personnes qui ont ce type de déficit en catalase vont avoir tendance à développer du diabète, soit diabète type 2, soit Mhm. diabète type 1. C'est assez fréquent chez ces personnes-là et c'est pas aussi rare que ça parce que déjà dans la littérature scientifique, on a référencé plus d'une centaine de cas de case reports, de cas, études de cas cliniques euh, Mhm. qui euh, qui montrent en fait que c'est un problème qui est assez récurrent malgré voilà la fréquence allélique au niveau des mutations qui peut être beaucoup plus rare, mais on observe aussi qu'il existe en fait, il existe des cas d'acatalasémie qui sont pas dus à des mutations, des personnes qui ont ce déficit grave en catalase, mais qui n'ont pas forcément nécessairement les mutations, du moins pas les mutations qui sont identifiées ou les mutations connues. Mhm. Si on a parlé donc du diabète type 2, il y a aussi il y a un problème aussi au niveau de la muqueuse buccale, alors qu'on observe quasiment plus maintenant chez ces personnes-là qui ont un déficit grave en catalase, mais qu'on observait il y a longtemps déjà, plusieurs dizaines d'années auparavant, certainement par manque d'hygiène buccale il y a Mhm. très longtemps. C'est un problème en rapport avec la muqueuse buccale où on peut avoir des ulcérations, voire même de la gangrène au niveau buccal. Et ceci pourrait être, comme je disais, amputé à une mauvaise hygiène buccale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors, on connaît donc nos propres cellules qui produisent le peroxyde d'hydrogène, Oui. mais il y a aussi les bactéries qui produisent ce même peroxyde d'hydrogène. Mhm. Et c'est pour ça que ça explique pourquoi on peut avoir ces problèmes d'ulcération au niveau buccal, à cause en fait d'une surproduction bactérienne ce peroxyde d'hydrogène. Et comme il y a moins de catalase pour faire face à ce dégradé, ce peroxyde d'hydrogène, donc ce peroxyde d'hydrogène va attaquer la cavité buccale, la muqueuse buccale.
Et puis ça peut produire tout un tas d'autres problématiques aussi, hein, qui sont référencées également dans la littérature. On a assez peu d'études cliniques là-dessus, Mhm. mais il y a quand même beaucoup d'études, notamment chez l'animal, ou comme je disais, des rapports de cas cliniques, des case reports qui rapportent ce genre de problématiques liées à ce déficit grave en catalase. Maintenant, ça c'est un type de déficit en catalase, et puis on peut avoir un déficit relatif en catalase, qui est un déficit qui n'est pas dû à une mutation génétique, mais qui est dû soit à des inhibiteurs, par exemple, de la catalase, peut-être des métaux lourds, par exemple, une intoxication en Oui. métaux lourds, ça peut inhiber la catalase. Ça peut être, par exemple, un excès de production de radicaux libres. Ça peut Mhm. être des mécanismes complexes qui sont assez peu connus, même dans la littérature scientifique. On trouve que, voilà, on connaît pas beaucoup de choses, mais il pourrait exister des mécanismes de répression du gène qui code pour la catalase, des mécanismes épigénétiques qui pourraient faire en sorte que ce gène fonctionne moins, s'exprime moins, et donc on ait moins de catalase, et donc qui est toujours Mhm. ce problème de déficit. Donc, il y a vraiment ces deux grands types de. Ce qui est le plus grave, c'est bien sûr le déficit génétique que je viens de décrire, mais l'autre type aussi est à prendre en considération parce que Mhm. sur le long terme, ça accélère le vieillissement et ça peut augmenter le risque de pas mal de maladies aussi. Alors, justement, pour pouvoir avoir une idée là-dessus, est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques pour évaluer ce niveau? Alors, il y a le marqueur génétique, c'est de regarder sur le gène CAT, qui code pour Mhm. la catalase, pour voir s'il n'y a pas des mutations. Et puis, il y a aussi la mesure de la catalase au niveau sanguin, au niveau intra-érythrocytaire, au niveau du globule rouge, pour déterminer s'il y a suffisamment de catalase ou pas, parce que l'érythrocyte est quand même voilà, une des cellules qui contient beaucoup de catalase. Donc c'est pour ça Mhm. qu'on regarde au niveau de l'érythrocyte pour voir s'il y en a suffisamment. En général, bah, ça dépend, ça diffère d'un laboratoire à l'autre, mais au niveau des normes, grosso modo, on devrait être autour de 200 000 à 300 000 euh, unités par gramme d'hémoglobine, Mhm. donc de catalase. Après, comme je disais, ça diffère d'un laboratoire à l'autre. Donc oui, on peut la mesurer et déjà c'est ça qui donne en fait une idée sur déjà rien qu'avec ce marqueur-là, on peut avoir une idée si le déficit est très sévère, auquel cas ça pourrait être une bonne indication pour faire une analyse génétique du gène qui code pour la Mhm. catalase, ou alors si c'est un déficit un peu relatif qui peut être dû à d'autres problématiques qui ne sont pas d'ordre génétique. À partir de quel moment un thérapeute ou un médecin doit se dire ou peut se dire, tiens, je vais aller faire une croix sur la prise de sang, sur ce marqueur de catalase? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre sur la Oui. piste? Oui, il existe. Alors normalement, il y a des maladies qui sont répertoriées, enfin, rapportées dans la littérature, qui sont associées avec le déficit en catalase. Alors c'est pas systématique, bien entendu, mais le déficit en catalase est quand même. Donc quand on dit déficit en catalase, on parle ici d'excès de peroxyde d'hydrogène, hein, comme Mhm. on avait Ouais. expliqué. Donc c'est quand même une des causes importantes. On parle ici, par exemple, de maladies neurodégénératives, Mhm. certaines maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, comme Alzheimer, Parkinson, même certains troubles neuropsychiatriques, la schizophrénie, les troubles bipolaires, ça pourrait être associé avec un déficit en catalase, un excès en peroxyde d'hydrogène, puisque voilà, le peroxyde d'hydrogène, c'est un radical libre, il va détruire son accumulation, va détruire tout un tas de tissus, y compris le système nerveux aussi. Mhm. Il y a aussi tout ce qui est problématique voilà, d'anémie également. Mhm. Le vitiligo aussi, certains types de cancers, en tout cas, on nous dit certains types de cancers, des cancers qui sont répertoriés comme étant liés avec le déficit en catalase, mais ça ne veut pas dire que d'autres types de cancers ne pourraient pas être associés à ce déficit. Donc, cancer du sein, notamment, Mhm. hépatocarcinome cellulaire également. C'est ce qui est le plus rapporté
dans les littératures. Aussi, la maladie de Wilson, l'accumulation, tu sais, l'accumulation de cuivre. Euh, donc ça aussi, ça peut être lié avec un déficit en catalase. Également l'asthme, comme je disais tout à l'heure, le diabète également, type 1, type 2, l'ostéoporose, l'hypertension, il y en a plein. Les problématiques qui sont liées avec le déficit en catalase, il y en a plein. Et, euh, et alors, il y a aussi tout ce qui est, oui, vieillissement accéléré, Mhm. euh, notamment bah, les cheveux blancs qui apparaissent rapidement. Alors ça, c'est aussi, il faudrait distinguer. Euh, il y a plusieurs situations, il y a plusieurs cas. C'est pas tous les cheveux blancs, euh, ok, qui vont être liés avec un déficit en catalase. Il y a des Mhm. cheveux blancs qui apparaissent assez rapidement. Voilà, et ça peut être génétique ou il y a d'autres causes aussi, mais une des grandes causes bien détaillées dans la littérature et bien connue de l'apparition de cheveux blancs, c'est justement l'excès de peroxyde d'hydrogène et donc par Mhm. conséquent le déficit en catalase. Euh, donc ça c'est important. Alors il y a aussi c'est pas c'est pas une problématique qui est liée directement avec le déficit en catalase. C'est pas en tout cas le déficit en catalase qui peut produire ce type de trouble métabolique, mais on a aussi tout ce qui est en rapport avec l'activité des oxydases. Mhm. Les oxydases, comme telles qu'on en trouve par exemple dans le foie. On a dans le foie la voie de la détoxification hépatique, phase 1. On a les monooxygénases, là, les cytochromes P450 qui sont des oxydases. Et donc les oxydases produisent beaucoup de peroxyde d'hydrogène en Mhm. général. Et là, le rôle de la catalase est majeur pour protéger le foie contre ces radicaux libres produits par ces mêmes enzymes qui sont indispensables, mais qui produisent du peroxyde d'hydrogène. Alors on a d'autres exemples par rapport aux oxydases, comme par exemple l'activité de la monoamine oxydase, de la diamine oxydase, la DAO, la Mhm. polyamine oxydase également, la DAO liée notamment à la dégradation d'histamine, par exemple. Donc tout ça est lié, métaboliquement parlant, est lié avec donc le déficit en catalase et l'excès de peroxyde d'hydrogène. Alors, je reviendrai sur la question de l'histamine après, parce que ça m'intéresse. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est son lien et comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des cheveux, puisque tu en parlais et que je commence à attraper d'un côté ou de l'autre, enfin sur les côtés, quelques cheveux gris. Comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des cheveux et à quoi est-ce qu'il pourrait être associé pour améliorer son effet? Je te rassure, moi aussi j'ai des cheveux gris. Oui. Euh, En fait, le peroxyde d'hydrogène va détruire en fait le follicule pileux Mhm. à la racine, donc le cheveu à la racine. Et cette destruction, bah, ça donne ce que je disais, donc des cheveux blancs, gris, donc. Et plus on a de peroxyde d'hydrogène, plus Mhm. les cheveux sont détruits plus rapidement. Et quand on dit qu'ils sont détruits plus rapidement, c'est que le cheveu, en fait, a tendance à se régénérer aussi. Mhm. Il a une durée de vie moyenne de 3 ans, à peu près. Et ensuite, voilà, le cheveu tombe et il y a un autre qui vient le remplacer. Par contre, si on détruit le cheveu à la racine, donc le follicule pileux Ouais. lui-même, ben, il n'y a plus de régénération et donc ce cheveu, voilà, va devenir tout simplement de couleur blanche, grise, et ça donne, voilà, ce qu'on appelle les cheveux gris. Mhm. Et donc là, la catalase est importante parce que c'est quand même voilà l'enzyme principale pour diminuer l'âge de O2. Après, comme je disais, on peut avoir cette problématique-là pas juste en rapport avec le peroxyde Mhm. d'hydrogène. Ça peut être aussi, par exemple, l'accumulation des métaux lourds dans les cheveux. Ça, c'est assez connu. Aussi, les cheveux accumulent beaucoup de métaux lourds et c'est très difficile de kélater les métaux lourds des cheveux. Et donc ça aussi, ça peut intoxiquer le follicule pileux. Mais ça intoxique le follicule pileux, ça le détruit pas complètement. Donc voilà, donc avec la catalase, on peut non pas rendre des cheveux gris
noir, coloré. Oui. Euh, En tout cas, pas dans la totalité, mais Mhm. on peut déjà inhiber, stopper le processus. Ça, c'est important parce que un follicule pileux qui a été détruit, il a été détruit. Alors, Mhm. ça peut être une destruction partielle. Ça, c'est aussi, voilà. Là, c'est possible que ça, que ça repousse, que ça fasse de la couleur et tout ça. Par Mhm. contre, si c'est complètement détruit, c'est complètement détruit et c'est bon. Donc Mhm. maintenant, il n'y a pas que la catalase là-dedans, comme je disais, il faudrait donner tout ce qui va venir nourrir le cheveu avec donc les différentes vitamines du groupe B notamment. Mhm. Ce qui est le plus connu aussi, c'est la biotine, la vitamine B8, qui est une pseudo-vitamine du groupe B. Le PABA également, la fameuse vitamine B10, l'acide para-aminobenzoïque, qui est Mhm. un des précurseurs de la vitamine B9 notamment. Le PABA est très connu donc pour les cheveux également et pour les cheveux gris. Également certains oligoéléments comme le zinc, le sélénium, le manganèse et autres. Voilà, ce sont on va dire les composants les plus importants pour nourrir les cheveux, pour que le cheveu ait suffisamment de micronutriments voilà, pour bien Mhm. pousser, pour bien produire de la mélanine, parce que c'est de la mélanine en fait qu'il y a dedans. Mhm. Il y a aussi également la mélanine en elle-même qui existe qui est d'origine animale. Enfin, ça vient de la laine de mouton Mhm. également. Et donc, celle-là aussi alors ça colore la peau aussi. Ça fait, entre autres, bronzer. Mais ça participe aussi à la coloration des cheveux, On aussi. en a d'ailleurs parlé il y a quelques semaines, hein, je pense, Exactement. de la Oui. mélanine. Ouais. Et donc, voilà, il y a tous ces composants ensemble avec donc un inhibiteur donc Mhm. du peroxyde d'hydrogène qui est la catalase. Voilà, ça peut non pas renverser complètement le processus de vieillissement, le processus de grisonnement des cheveux, mais ça peut du moins au moins Peu l'inhiber, limité. Ouais. voilà, ou le limiter, voire avoir une certaine amélioration. Donc mes cheveux gris resteront gris, mais je limiterai les dégâts pour les prochains à venir. Je reviens justement sur ce dont on parlait. Quel est son lien du coup avec l'excès d'histamine? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, donc l'histamine étant un amine biogène, Mhm. donc il y a différents autres amines biogènes, notamment ce qu'on appelle les polyamines aliphatiques, putrescine, spermine, spermidine, cadavérine, agmatine et d'autres. Et donc c'est tous ces amines biogènes, y compris l'histamine, doivent se dégrader par euh, plusieurs enzymes. Et alors, il y a la principale, c'est la diamine oxydase, puisque tu parles d'histamine, Mhm. donc c'est la diamine oxydase qui dégrade l'histamine, la DAO. Et donc, dans la dégradation de l'histamine, dans le processus de dégradation de l'histamine, on a une acétylation qui se fait, Mhm. ok? Qu'on a d'ailleurs aussi avec ce que je disais, donc les polyamines aliphatiques. C'est spermine, spermidine là qui se Mhm. dégrade aussi, ça se dégrade par acétylation et c'est la polyamine, la PAO, non pas la DAO qui fait ça, mais c'est le même principe, c'est la même voie. Donc on a une acétylation de ces amines biogènes, y compris l'histamine, et dans cette acétylation, on a une production du peroxyde d'hydrogène. Donc, en fait, si on a trop d'histamine ou trop de polyamine aliphatique, on va dégrader, voilà, en quantité importante Mhm. ces molécules-là, ces amines biogènes. On va produire beaucoup de peroxyde d'hydrogène. Donc, il faudra beaucoup de catalase pour pouvoir Mhm. voilà, neutraliser ce peroxyde d'hydrogène. Donc là, par rapport à l'histamine, soit la personne a une DAO, une diamine oxydase qui fonctionne bien, auquel cas, bon, plus il y a d'histamine, plus elle va produire de la DAO pour dégrader cette histamine. Et donc, ça produit quand même aussi du peroxyde d'hydrogène, et donc il faudrait suffisamment de catalase. Faudrait que la demande sur la catalase suive. Et alors, sinon, il y a l'autre situation où la personne va avoir des, euh, des anomalies au niveau de la DAO. Mutation, ou en tout cas pour une raison ou une autre, la DAO fonctionne moins.
soit parce qu'il y a une mutation, ce qui est le plus fréquent, euh, et soit parce qu'il y a des inhibiteurs de la DAO, ou qu'il y a moins de cofacteurs de la DAO. Et dans ces situations-là, on est amené à utiliser la DAO par voie externe, donc comme Mhm. complément. Et donc dans cette situation aussi, on a besoin de catalase. Hein. C'est pas systématique, c'est pas dans tous les cas. Alors là aussi, c'est un autre sujet complètement qu'on Mhm. pourra aborder à part. Mais dans certaines situations, on a besoin d'associer la catalase avec la DAO afin de pouvoir voilà, bien utiliser la DAO, mais en même temps limiter l'augmentation du peroxyde d'hydrogène par la catalase, justement. Alors, dernière question, est-ce que pour la catalase, il y a des précautions d'usage? Euh, il y en a pas vraiment beaucoup. Mhm. Précautions d'usage, ça concerne surtout, tu veux dire, tout ce qui concerne les contre-indications Mhm. et tout ça. Bon, on a des précautions d'usage en général en rapport avec toujours la grossesse et l'allaitement. Ouais, Ça, c'est par précaution. par Hein. On précaution, sait ouais. pas trop ce que ça peut donner, tout ça. Donc, par Mhm. précaution, c'est pas juste une précaution, c'est une contre-indication Mhm. officiellement. Donc, on ne peut pas donner de la catharesse grossesse et allaitement. Et alors, il y a aussi tout ce qui concerne, tu sais, il y a des médicaments qu'on utilise pour leur effet pro-oxydant. Ouais. Voilà, certains de ces médicaments, Mhm. on trouve par exemple les médicaments de chimiothérapie, il y en a plein, ou d'autres types de médicaments aussi. Donc, quand le médicament a un effet pro-oxydant, il a un effet pro-oxydant à dessein. Mhm. C'est pour ça qu'on l'utilise. Donc, on va pas aller utiliser un composant antioxydant Antioxydant, avec. c'est Ça ça. va diminuer l'effet du Mhm. médicament. Ça, c'est la théorie en général. Après, c'est complexe. On peut rentrer dans les détails. Quel médicament avec quoi, tout ça, ça s'appelle les interactions nutriments-médicaments. C'est encore autre chose. Mais globalement, puisque voilà, on est sur une question large, on Mhm. va dire que oui, il faut faire attention aux interactions nutriments-médicaments, surtout les médicaments qui fonctionnent par ce principe-là de pro-oxydation, de ne pas donner d'antioxydants en général en Mhm. parallèle, au moins jusqu'à 4 demi-vies après. Donc jusqu'à 4 demi-vies après la prise du médicament en question. Et donc ne pas donner justement Mhm. de la catalase dans ces cas-là. Il faudrait aussi peut-être faire attention aux opérations chirurgicales aussi. Là, il Mhm. faudrait prendre conseil auprès du médecin, carrément du chirurgien. Quand est-ce que je dois arrêter? Quand est-ce que je dois reprendre? Est-ce que je peux prendre ou pas? Tout ça. Mhm. Voilà. C'est des précautions d'usage en tout cas. Hein. Et ça pourrait être aussi, alors, bon, dans les précautions d'usage, on pourrait parfois avoir donc comme potentiellement des petits désagréments au niveau digestif. Parfois, il y Mhm. a voilà des personnes qui tolèrent moins Ouais. la catalase, des sortes de voilà des diarrhées, des douleurs, des nausées. C'est possible. C'est pas extrêmement fréquent. Hein, c'est très rare même. Mais Mhm. c'est possible. Certaines peuvent avoir aussi des maux de tête également. Ouais. C'est une possibilité également aussi parce que la catalase peut agir aussi elle peut Ouais. augmenter en fait la quantité d'oxyde nitrique. Mhm. Hein. Parce que quand on a trop de radicaux libres en général, ces radicaux libres se lient avec l'oxyde nitrique pour produire ce qu'on appelle des espèces réactives de nitrogène, notamment du peroxyde nitrite. Mhm. Et donc, le fait qu'on ait un composant antioxydant très puissant tel que la catalase, ça diminue les radicaux libres, donc il y en a moins qui se lient avec l'oxynitrique, donc il y a plus d'oxynitrique. Et Ok. l'oxynitrique, c'est connu pour avoir un effet, entre autres, pas que, mais entre autres, pour avoir un effet vasodilatateur. Et cet Mhm. effet vasodilatateur, voilà, Ouais. ça peut être plus ou moins important chez certains. Certains pourraient avoir des maux de tête. Mhm. C'est pour ça que je parle ici d'oxynitrique, des maux de tête, parce que au niveau du crâne, il n'y a pas beaucoup d'espace et les vaisseaux qui passent euh, donc au niveau de la boîte crânienne, en Mhm. fait, sont très limités en termes d'espace. Donc, si ça vasodilate trop et si la personne a une sensibilité accrue par rapport à ça,
ça fait des maux de tête également. Hein. Ça peut faire des maux de tête. C'est extrêmement rare aussi. Mhm. C'est extrêmement rare également, mais ça peut exister aussi. Voilà, donc ça c'est à peu près les précautions, en tout cas les précautions connues. Mhm. Voilà, mais dans tous les cas, prendre conseil auprès de votre médecin, votre professionnel de santé, parce que voilà, on a des cas différents et pareil, en tout cas entre autres, je reçois beaucoup de questions là sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube également, en posant la question est-ce que je peux prendre, etc. On peut pas dire est-ce qu'on peut prendre voilà de la catalase pour telle ou telle Mhm. situation. Et il faudrait prendre conseil auprès d'un professionnel de santé pour identifier Bien votre sûr, cas et pour pouvoir avoir un conseil personnalisé. bien sûr, oui, tout à fait. Comme toujours, pour toute chose. Oui, Toute chose. Eh bien, merci beaucoup, Amine. Merci à tous et à toutes de nous suivre, hein. Vous nous retrouvez chaque lundi, vous retrouvez une nouvelle vidéo sur la chaîne Facebook Science et Nutrition ou sur notre chaîne YouTube également. Salut Amine, à la semaine prochaine. merci. Salut Au Cédric. revoir. Au revoir.